Pour cette nouvelle visite, je vous emmène découvrir le tout dernier château qui a été construit en France. Hors du commun de par son architecture, le domaine vivra des moments de joie pendant la Belle Époque, avant que tout ne bascule avec le commencement de la Deuxième Guerre mondiale. Remontons un peu dans le temps. Président du Conseil général du Finistère, James de Kerjégu est à la fin du XIXe siècle un homme politique important, partagé entre ses obligations locales et la vie aristocratique parisienne. En 1893, après le décès de son épouse, il décide de faire construire un château pour son unique fille sur ses terres natales de Trévarez, en Bretagne. Le nom Trévarez est d'origine bretonne. Il viendrait de Trèves, qui signifie quartier ou lieu habité anciennement, art désignant un relief ou une échine montagneuse. D'importants travaux de terrassement seront nécessaires pour ouvrir la montagne et pour réaliser à mi-pente des montagnes noires la plateforme qui servira de base. James de Kerjégu redessinera également tout le paysage environnant, important de nombreuses variétés d'arbres et de plantes de plusieurs endroits du monde. Il fera creuser un étang près de l'ancien manoir et composera un véritable parc forestier à l'anglaise. Les travaux démarrent en 1893. Ce chantier de 14 ans coûtera presque 5 millions de francs or de l'époque, soit environ 15 millions d'euros. L'architecture gothique côtoie des éléments baroques et néoclassiques et se distingue des autres demeures bretonnes par la présence de briques rouges. L'architecte a travaillé sur les volumes et les différents styles architecturaux, conférant à la bâtisse cette forte allure néo-gothique, à la fois château fort et château de contes de fées. On peut distinguer 3 parties autonomes dans le bâtiment. À l'est, le logement du maître de maison et de sa famille se détache du corps central, étagé sur 6 niveaux plus un entresol avec une entrée indépendante en forme de tourelle afin d'adoucir le changement de niveau. Au centre se trouvent les espaces de réception et les chambres des invités de passage. Pour finir, à l'ouest, se trouve le salon d'apparat et les appartements d'honneur. Tout le sous-sol, sur 920 mètres carrés, visible sur la façade nord du château, dans les contreforts de la plateforme, est occupé par les cuisines entièrement carrelées et autres pièces telles que les 2 chaufferies, boucheries, glacières, blanchisseries, salle à poissons, cave à charbon, etc. Un monte-plat dans l'office central permettait le transfert des repas sans laisser deviner l'intense activité qui régnait au sous-sol. On y trouva une impressionnante colonie de chauves-souris qui est une espèce protégée dans les combles ou les sous-sols. 8 espèces différentes cohabitaient dans le château abandonné. Elles ont aujourd'hui un endroit spécial à l'entrée des combles. Monsieur de Kerjégu exigea que le château soit doté de tout le confort moderne possible. Chauffage central, électricité, eau chaude et ascenseur sont donc installés dans l'ensemble du domaine, y compris dans les espaces réservés aux domestiques, ce qui était fort inhabituel pour l'époque.
Le jardin, aujourd'hui de 85 hectares, est labellisé Jardin remarquable. James de Kerjégu mourut en 1908, soit un an après l'achèvement des travaux, et ce fut sa fille, Françoise, accompagnée de son mari, qui logea au château. Durant la belle époque de Trévarez, on compte jusqu'à 80 domestiques ayant travaillé au château. On y donnait de fastueuses réceptions pour la noblesse venue de France, voire du monde entier. Idéalement placé pour cela, le domaine était très apprécié pour les parties de chasse à courre jusqu'en 1939. La grille en fer forgé que vous voyez actuellement est la porte d'honneur qui fut exposée et primée au Grand Palais à Paris en 1903 avant de revenir au château. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le château reçoit les objets classés et les collections des musées du Pas-de-Calais afin de les protéger. Et c'est en juillet 1940 que le château est réquisitionné par les forces d'occupation allemandes et sert de lieu de repos aux sous-mariniers postés au port de Brest. Il fut bombardé par la Royal Air Force le 30 juillet 1944 sur les renseignements de la résistance française au moment où il venait d'être vidé d'une bonne partie de présence humaine. Le bombardement a atteint toute l'aile ouest du toit au sous-sol sur 5 niveaux ainsi que les cuisines à l'est. Le salon d'apparat et les appartements de réception partiront totalement en fumée. Le château est laissé à l'abandon pendant une dizaine d'années. Le montant des dommages de guerre accordés n'est pas suffisant pour réparer les dégâts. Jusqu'en 1968, le château sera laissé pour compte. Les tracés des jardins disparaîtront sous la friche et le château éventré sera la cible de nombreux pillages. Les cheminées, carrelages et tuyauteries de cuivre seront pour la plupart arrachés. La végétation sauvage recouvrira ce qui fut, quelques années auparavant, l'une des plus belles demeures de France. Il y avait une douzaine de chambres, rien que pour les invités, réparties entre le premier et le deuxième étage. Toutes étaient composées de la même manière. Un vestibule, avec une porte pour se rendre dans la chambre, et une autre pour accéder à la salle de bain. Chacune disposait de toilettes, cependant les dimensions différaient d'une chambre à l'autre. Les plus belles se situaient au-dessus du grand salon au premier étage de l'aile ouest, qui a malheureusement entièrement disparu. Ces deux bassins, autrefois séparés par une cloison, étaient utilisés par les invités pour prendre des bains. Ces piscines sont la preuve d'un luxe extrême. L'engouement de cette époque pour le thermalisme et le désir de modernité de James de Kerjégu. Il n'est pas certain que l'utilisation ait été bien comprise de tous les invités. Il était très rare de voir ce type d'installation même dans les grandes maisons parisiennes. Finalement, le château est racheté par le Conseil général du Finistère qui entame une rénovation progressive, en commençant par l'extérieur du château et les jardins. La toiture du château est restaurée en 1993, révélant ainsi sa structure métallique.
Après des années de restauration, le château retrouve petit à petit sa splendeur et réouvre. Nous arrivons à présent dans l'ancienne bibliothèque du château. Si je dois noter une déception dans ma visite à Trévarez, cela serait cette pièce. J'attends toujours avec beaucoup d'impatience les bibliothèques lorsque je fais mes visites, et là je dois bien avouer que c'était tout particulièrement vide. Au mur est accroché un papier peint qui donne l'illusion de vieux livres. Il y a d'anciens documents et photographies d'archives sur les anciens propriétaires et je trouve ça cependant super chouette. On y retrouve notamment un portrait de la fille de Monsieur de Kergégu, Françoise. Vient ensuite le grand salon, accessible par 2 entrées différentes et depuis l'extérieur, il est tout simplement incroyable. Aux murs sont peints des multitudes de corbeilles de fleurs. On y voit les derniers piliers en granit poli qui soutiennent une partie du salon. Et si l'on lève la tête, on voit les dégâts de ce fameux jour de 1944. Cette tour semble totalement figée dans le passé. Et vous vous demandez sûrement pourquoi les travaux de restauration ne commencent pas dans l'aile ouest, là où les dégâts sont les plus importants, car cela représente aujourd'hui non seulement un témoin historique de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi un témoignage d'architecture donnant à voir les techniques lors de la construction du château. Comme par exemple les poutres en acier métallique, qui est la même structure qui a été utilisée pour construire notamment la tour Eiffel. Incroyable témoignage du bombardement, sa découverte laisse à imaginer, avec émotion, les traces d'une vie disparue.
On July 30, mosquitoes attacked a chateau in the Brest Peninsula, which was being used by a German U-boat crew as a rest center. It was planned to carry out the attack before 8 o'clock in the morning, in order to ensure that all the occupants were in the building. Weather conditions were clear on the route to the target. There was cloud at 300 feet and limited visibility in the target area. The attack was made from minimum altitude. Bombs were seen to burst on the building. It has been reported that almost all the occupants of the chateau were killed in this attack.